24 heures de la vie d'une femme. Dans la petite pension de la Rivera où je me trouvais alors, 10 ans avant la guerre, avait éclaté à notre table une violente discussion qui brusquement menaça de tourner en altercation furieuse, et fut même accompagnée de paroles haineuses et injurieuses. La plupart des gens n'ont qu'une imagination émoussée, ce qui ne les touche pas directement, en leur enfonçant comme un coin aigu en plein cerveau, n'arrive guère à les émouvoir. Mais si devant leurs yeux, à portée immédiate de leur sensibilité, se produit quelque chose même de peu d'importance, aussitôt bouillonne en eux une passion démesurée. Alors, ils compensent dans une certaine mesure leur indifférence coutumière par une véhémence déplacée et exagérée. Ainsi en fut-il, cette fois-là, dans notre société de commensaux tout à fait bourgeois, qui d'habitude se livrait paisiblement à de small talks et à de petites plaisanteries sans profondeur, et qui, le plus souvent, aussitôt après le repas, se dispersait. Le couple conjugal des Allemands pour excursionner et faire de la photo. Le Danois rondelait pour pratiquer l'art monotone de la pêche. La dame anglaise distinguée pour retourner à ses livres. Les époux italiens pour faire des escapades à Monte-Carlo. Et moi pour paresser sur une chaise du jardin ou pour travailler. Mais cette fois-ci, nous restâmes tous accrochés les uns aux autres dans cette discussion acharnée. Et si l'un de nous se levait brusquement, ce n'était pas comme d'habitude pour prendre poliment congé, mais dans un accès de brûlante irritation qui, comme je l'ai déjà indiqué, revêtait les formes presque furieuses. Il est vrai que l'événement qui avait excité à tel point notre petite société était assez singulier. La pension dans laquelle nous habitions tous les 7 se présentait bien de l'extérieur sous l'aspect d'une villa séparée. Ah, comme était merveilleuse la vue qu'en avaient des fenêtres sur le littoral festonné de rochers. Mais en réalité, ce n'était qu'une dépendance, moins chère, du grand palace hôtel, et directement reliée avec lui par le jardin, de sorte que nous, les pensionnaires, à côté, nous vivions malgré tout en relation continuelle avec les clients du palace. Or la veille, cet hôtel avait eu à enregistrer un parfait scandale. En effet, au train de midi, exactement de 12h20, je dois indiquer l'heure avec précision parce que c'est important, aussi bien pour cet épisode que pour le sujet de notre conversation si animée. Un jeune Français était arrivé et avait loué une chambre donnant sur la mer. Cela seul annonçait déjà une certaine aisance pécuniaire. Il se faisait agréablement remarquer, non seulement par son élégance discrète, mais surtout par sa beauté très grande et tout à fait sympathique. Au milieu d'un visage étroit de jeune fille, une moustache blonde et soyeuse caressait ses lèvres. D'une chaude sensualité, au-dessus de son front très blanc, bouclé des cheveux bruns et ondulés. Chaque regard de ses yeux doux était une caresse. Tout dans sa personne était tendre, flatteur, aimable, sans cependant rien d'artificiel ni de maniéré. De loin, à vrai dire, il rappelait d'abord un peu ces figures de cire de couleur rose et à la pose recherchée, qui eut une élégante canne à la main, dans les vitrines des grands magasins de mode, incarne l'idéal de la beauté masculine. Mais dès qu'on l'en regarde de plus près, toute impression de fatuité disparaissait. Car ici, fait si rare, l'amabilité était chose naturelle et faisait corps avec l'individu. Quand il passait, il saluait tout le monde d'une façon à la fois modeste et cordiale. Et c'était un vrai plaisir de voir comment à chaque occasion, sa grâce toujours prête se manifestait en toute liberté. Si une dame se rendait au vestiaire, il s'empressait d'aller lui chercher son manteau. Il avait pour chaque enfant un regard amical ou un mot de plaisanterie. Il était à la fois sociable et discret. Bref, il paraissait un de ces êtres privilégiés, à qui le sentiment d'être agréable aux autres par un visage souriant et un charme juvénile donne une grâce nouvelle. Sa présence était comme un bienfait pour les hôtes du palace. La plupart âgés et de santé précaire, et grâce à une démarche triomphante de jeunesse, à une allure vive et alerte, à cette fraîcheur qu'un naturel charmant donne si superbement à certains hommes, il avait conquis sans résistance la sympathie de tous. 2 heures après son arrivée, il jouait déjà au tennis avec les 2 filles du gros et cossu industriel lyonnais. Annette, âgée de 12 ans,
et Blanche qui en avait 13. Et leur mère, la fine, délicate et très réservée Madame Henriette, regardait en souriant doucement, avec quelle coquetterie inconsciente, les deux fillettes toutes novices flirtaient avec le jeune étranger. Le soir, il nous regarda pendant 1 heure jouer aux échecs, en nous racontant entre-temps quelques gentilles anecdotes, sans nous déranger du tout. Il se promena à plusieurs reprises, assez longtemps sur la terrasse avec Madame Henriette, dont le mari, comme toujours, jouait au domino avec un ami d'affaires. Très tard encore, je le trouvai en conversation suspecte d'intimité avec la secrétaire de l'hôtel, dans l'ombre du bureau. Le lendemain matin, il accompagna à la pêche mon partenaire danois, montrant en cette matière des connaissances étonnantes. Ensuite, il s'entretint longuement de politique avec le fabricant de lions, ce en quoi également il se révéla un causeur agréable. Car on entendait le large rire du gros homme couvrir le bruit de la mer. Après le déjeuner, il est absolument nécessaire pour l'intelligence de la situation que je rapporte avec exactitude toutes ces phases de son emploi du temps. Il passa encore 1 heure avec Madame Henriette, à prendre le café, tous deux seuls dans le jardin. Il rejoua au tennis avec ses filles et conversa dans le hall avec les époux allemands. À 6 heures, en allant poster une lettre, je le trouvai à la gare. Il vint au-devant de moi avec empressement et me raconta qu'il était obligé de s'excuser, car on l'avait subitement rappelé, mais qu'il reviendrait dans 2 jours. Effectivement, le soir, il ne se trouvait pas dans la salle à manger. Mais c'était simplement sa personne qui manquait, car à toutes les tables, on parlait uniquement de lui, et l'on vantait son caractère agréable et gai. Pendant la nuit, il pouvait être 11 heures. J'étais assis dans ma chambre, en train de finir la lecture d'un livre, lorsque j'entendis tout à coup, par la fenêtre ouverte, des cris et des appels inquiets dans le jardin, qui témoignent d'une agitation certaine dans l'hôtel d'à côté. Plutôt par inquiétude que par curiosité, je descendis aussitôt, et en 50 pas je m'y rendis, pour trouver les clients et le personnel dans un état de grand trouble et d'émotion. Madame Henriette, dont le mari, avec sa ponctualité coutumière, jouait au domino avec son ami de Namur, n'était pas rentrée de la promenade qu'elle faisait tous les soirs sur le front de mer. Elle en craignait un accident. Comme un taureau, cet homme corpule, d'habitude si pesant, se précipitait continuellement vers le littoral, et quand sa voix altérée par l'émotion criait dans la nuit « Henriette! Henriette !» Ce sang avait quelque chose d'aussi terrifiant et de primitif que le cri d'une bête gigantesque, frappée à mort. Les serveurs et les boys se démenaient, montant et descendant les escaliers. On réveilla tous les clients, et l'on téléphona à la gendarmerie. Mais au milieu de ce tumulte, le gros homme, sans gilet déboutonné, tibutait et marchait pesamment en sanglotant et en criant sans cesse dans la nuit, d'une manière tout à fait insensée, un seul nom. « Henriette! Henriette !» Sur ces entrefaites, les enfants s'étaient réveillés là-haut, et en chemise de nuit, elles appelaient leur mère par la fenêtre. Alors le père courut à elle pour les tranquilliser. Puis se passa quelque chose de si effrayant qu'il est à peine possible de le raconter, parce que la nature violemment tendue, dans les moments de crise exceptionnelle, donne souvent à l'attitude de l'homme une expression tellement tragique que ni l'image ni la parole ne peuvent la reproduire avec cette puissance de la foudre qui est en elle. Soudain, le lourd et gros bonhomme descendit les marches de l'escalier en les faisant grincer, et avec un visage tout changé, plein de lassitude et pourtant féroce, il tenait une lettre à la main. « Rappelez tout le monde !» dit-il d'une voix tout juste intelligible au chef du personnel. « Rappelez tout le monde, c'est inutile, ma femme m'a abandonné. » Il y avait de la tenue dans cet homme frappé à mort, une tenue faite de tension surhumaine devant tous ces gens qui l'entouraient, qui se pressaient curieusement autour de lui pour le regarder, et qui brusquement s'écartèrent pleins de confusion, de honte et d'effroi. Il lui resta juste assez de force pour passer devant nous en chancelant, sans regarder personne et pour éteindre la lumière dans le salon de lecture. Puis on entendit son corps lourd et massif s'écrouler d'un seul coup dans un fauteuil, et l'on perçut un sanglot sauvage et animal, comme seul peut en avoir un homme qui n'a encore jamais pleuré.
Cette douleur élémentaire agit sur chacun de nous, même le moins sensible, avec une violence stupéfiante. Aucun des garçons de l'hôtel, aucun des clients venus là par curiosité, n'osait risquer un sourire, ou même un mot de commisération. Muets, l'un après l'autre, comme ayant honte de cette foudroyante explosion de sentiments, nous regagnâmes doucement nos chambres. Et tout seul, dans la pièce obscure où il était, ce morceau d'humanité écrasé, palpitait et sanglotait, archi seul avec lui-même dans la maison où lentement s'éteignaient les lumières, où il n'y avait plus que des murmures, des chuchotements, des bruits faibles et mourants. On comprendra qu'un événement si foudroyant arrivé sous nos yeux était de nature à émouvoir puissamment des gens accoutumés à l'ennui et à des passe-temps insouciants. Mais la discussion qui ensuite éclata à notre table avec tant de véhémence, et qui faillit même dégénérer en voie de fait, bien qu'ayant pour point de départ cet incident surprenant, était en elle-même plutôt une question de principe, qui s'affronte et une opposition coléreuse de conceptions différentes de la vie. En effet, par suite de l'indiscrétion d'une femme de chambre qui avait lu cette lettre, le mari, effondré sur lui-même dans sa colère impuissante, l'avait jetée toute chiffonnée n'importe où sur le parquet. On eut vite appris que madame Henriette n'était pas partie seule, mais d'accord avec le jeune Français, pour qui la sympathie de la plupart commença dès lors à diminuer rapidement. Après tout, au premier coup d'œil, on aurait parfaitement compris que cette petite madame Bovary échangea son époux rondelé et provincial pour un joli jeune homme distingué. Mais ce qui étonnait toute la maison, c'était que ni le fabricant, ni ses filles, ni même madame Henriette n'avaient jamais vu auparavant ce Lovelace. Et que par conséquent, une conversation nocturne de 2 heures sur la terrasse et 1 heure de café pris en commun dans le jardin puisse avoir suffi pour amener une femme irréprochable, d'environ 33 ans, à abandonner du jour au lendemain son mari et ses 2 enfants, pour suivre à l'aventure un jeune élégant qui lui était totalement étranger. Notre table était unanime à ne voir dans ce fait, incontestable en apparence, qu'une tromperie perfide et une manœuvre astucieuse du couple amoureux. Il était évident que madame Henriette entretenait depuis très longtemps des rapports secrets avec le jeune homme, et que ce charmeur de rats n'était venu ici que pour fixer les derniers détails de la fuite. Car ainsi, raisonnait-on, il était absolument impossible qu'une honnête femme, après simplement 2 heures de connaissance, filât ainsi au premier coup de pipeau. Voici que je m'amusais à être d'un autre avis, et je soutins énergiquement la possibilité, et même la probabilité, d'un événement de ce genre, de la part d'une femme qu'une union faite de longues années, de déception et d'ennui, avait intérieurement préparée à devenir la proie de tout homme audacieux. Par suite de mon opposition inattendue, la discussion devint vite générale, et ce qui surtout la rendit passionnée, ce fut que les 2 couples d'époux, aussi bien l'allemand que l'italien, refusèrent avec un mépris véritablement offensant d'admettre l'existence du coup de foudre, où ils ne voyaient qu'une folie et une fade imagination romanesque. Bref, il est ici sans intérêt de remâcher dans tous ces détails le cours orageux de ces disputes entre la soupe et le pudding. Seuls des professionnels de la table d'hôte sont spirituels, et les arguments auxquels on recourt dans la chaleur d'une discussion que le hasard soulève entre convives sont le plus souvent sans originalité, parce que, pour ainsi dire, ramassés hâtivement avec la main gauche. Il serait également difficile d'expliquer pourquoi notre discussion prit si vite des formes blessantes. Je crois que l'irritation vint de ce que, malgré eux, les 2 maris prétendirent que leur propre femme échappait à la possibilité de tels risques et de telles chutes. Malheureusement, ils ne trouvaient rien de meilleur à m'objecter, que seul pouvait parler ainsi quelqu'un qui juge l'âme féminine d'après les conquêtes fortuites et trop faciles d'un célibataire. Cela commença à m'irriter, et lorsqu'ensuite la dame allemande assaisonna cette leçon d'une moutarde sentencieuse, en disant qu'il y avait d'une part des femmes dignes de ce nom, et d'autre part des natures de gourgandines, et que selon elle, madame Henriette devait être de celle-ci, je perdis tout à fait ma patience. À mon tour, je devins agressif.
Je déclarai que cette négation du fait incontestable qu'une femme, amateur de sa vie, peut être livrée à des puissances mystérieuses, plus fortes que sa volonté et que son intelligence, dissimulait seulement la peur de notre propre instinct, la peur du démonisme de notre nature, et que beaucoup de personnes semblaient prendre plaisir à se croire plus fortes, plus morales et plus pures que les gens, faciles à séduire. Pour ma part, je trouvais plus honnête qu'une femme suivit librement et passionnément son instinct, au lieu, comme c'est généralement le cas, de tremper son mari en fermant les yeux quand elle est dans ses bras. Ainsi m'exprimai-je à peu près, et dans la conversation devenue crépitante, plus les autres attaquaient la pauvre Madame Henriette, plus je la défendais avec chaleur, à vrai dire, bien au-delà de ma conviction intime. Cette ardeur parut une provocation aux deux couples d'époux, équateur peu harmonieux. Ils me tombèrent dessus en bloc avec tant d'acharnement que le vieux Danois qui était assis, l'air jovial et le chronomètre à la main, comme l'arbitre dans un match de football, était obligé de temps en temps de frapper sur la table du revers, osseux de ses doigts, en guise d'avertissement disant « Gentlemen, please ». Mais cela ne faisait d'effet que pour un moment. Par 3 fois déjà, l'un des deux messieurs s'était dressé violemment, le visage cramoisi, et sa femme avait eu beaucoup de peine à l'apaiser. Bref, une douzaine de minutes encore, et notre discussion aurait fini par des coups. Si soudain, mais ceci n'avait pas des paroles lénitives, calmées, comme avec de l'huile balsamique, les vagues écumants de la conversation. Mais ceci, la vieille dame anglaise aux cheveux blancs et pleine de distinction, était sans conteste la présidente d'honneur de notre table, bien droite sur son siège, manifestant à l'égard de chacun une amabilité toujours égale, parlant peu et cependant extrêmement intéressante et agréable à entendre. Son physique seul était déjà un bienfait pour les yeux, un recueillement et un calme admirable, rayonnaient de son être empreint d'une réserve aristocratique. Dans une certaine mesure, elle se tenait à distance de tous. Bien qu'avec un tact très fin, elle sut avoir pour chacun des égards particuliers. Le plus souvent, elle s'asseyait au jardin avec des livres. Parfois, elle jouait au piano. Et ce n'était que rarement qu'on la voyait en société ou engagée dans une conversation animée. On la remarquait à peine, et pourtant, elle avait sur nous une puissance singulière. Car sitôt qu'elle fut intervenue, pour la première fois dans notre discussion, nous éprouvâmes tous le pénible sentiment d'avoir parlé trop fort et sans nous contrôler. Mais ceci avait profité de l'interruption désagréable qu'avait causée le monsieur allemand en se levant brusquement de sa place, avant de se rasseoir, calmé. À l'improviste, elle leva ses yeux gris et clairs, me regarda un instant avec indécision, pour réfléchir ensuite à la question avec la quasi-précision d'un expert. « Vous croyez donc, si je vous ai bien compris, que Madame Henriette, qu'une femme, peut sans l'avoir voulu être précipitée dans une aventure soudaine ? Qu'il y a des actes qu'une telle femme aurait elle-même tenus pour impossibles 1 heure auparavant et dont elle ne saurait être rendue responsable ? Je le crois absolument, madame. Ainsi donc, tout jugement moral serait complètement sans valeur, et toute violation des lois de l'éthique justifiée. Si vous admettez réellement que le crime passionnel, comme disent les Français, n'est pas un crime, pourquoi conserver des tribunaux ? Il ne faut pas beaucoup de volonté. Et vous avez une bonne volonté étonnante, ajouta-t-elle en souriant légèrement, pour découvrir dans chaque crime une passion, et grâce à cette passion, une excuse. Le temps clair et en même temps presque enjoué de ses paroles me fit un bien extraordinaire. Imitant malgré moi sa manière objective, je répondis mi-plaisant, mi-sérieux. À coup sûr, les tribunaux sont plus sévères que moi dans ces matières. Ils ont pour mission de protéger implacablement les mœurs et les conventions générales. Cela les oblige à condamner au lieu d'excuser. Mais moi, simple particulier, je ne vois pas pourquoi de mon propre mouvement, j'assumerai le rôle du ministère public. Je préfère être défenseur de profession. J'ai personnellement plus de plaisir à comprendre les hommes qu'à les juger. Mais ceci me regarda un certain temps, bien en face, avec ses yeux clairs et gris, et elle hésita. Je craignais déjà qu'elle ne m'eût pas très bien compris, et je me disposais à lui répéter en anglais ce que j'avais dit. Mais avec une gravité remarquable, et comme dans un examen, elle continua ses questions. Ne trouvez-vous donc pas méprisable ou odieuse
Une femme qui abandonne son mari et ses enfants pour suivre un individu quelconque dont elle ne peut pas encore savoir s'il est digne de son amour. Pouvez-vous réellement excuser une conduite si risquée et si inconsidérée chez une femme qui, après tout, n'est pas des plus jeunes et qui devrait avoir appris à se respecter, ne fût-ce que par égard pour ses enfants? Je vous répète, madame, fis-je en persistant, que je me refuse à prononcer un jugement ou une condamnation sur un cas pareil. Mais devant vous, je puis tranquillement reconnaître que tout à l'heure j'ai un peu exagéré. Cette pauvre madame Henriette n'est certainement pas une héroïne. Elle n'a même pas une nature d'aventurière, et elle n'est rien moins qu'une grande amoureuse. Autant que je la connaisse, elle ne me paraît qu'une femme faible et ordinaire, pour qui j'ai un peu de respect parce qu'elle a courageusement suivi sa volonté, mais pour qui j'ai encore plus de compassion parce qu'à coup sûr, demain, si ce n'est pas déjà aujourd'hui, elle sera profondément malheureuse. Peut-être a-t-elle agi sottement. De toute façon, elle s'est trop hâtée, mais sa conduite n'a rien de vil ni de bas. Et après, comme avant, je déniais à chacun le droit de mépriser cette pauvre, cette malheureuse femme. Et vous-même, avez-vous encore autant de respect, autant de considération pour elle? Ne faites-vous pas de différence entre la femme honnête en compagnie de qui vous étiez avant-hier et cette autre qui a décampé hier avec un homme totalement étranger? Aucune, pas la moindre, non, pas la plus légère. Is that so? Malgré elle, elle s'exprima en anglais, tant l'entretien paraissait l'intéresser singulièrement. Et après un court moment de réflexion, son regard clair se leva encore une fois, interrogateur sur moi. Et si demain vous rencontriez madame Henriette, par exemple, à Nice, au bras de ce jeune homme, la saluerez-vous encore? Certainement. Et lui parleriez-vous? Certainement. Si vous étiez marié, présenteriez-vous à votre épouse une femme pareille, tout comme si de rien ne s'était passé? Certainement. Would you really? Dit-elle de nouveau en anglais, avec un étonnement incrédule et stupéfait. Surely I would, répondis-je également en anglais, sans m'en rendre compte. Mais ceci se tut. Elle paraissait toujours plongée dans une intense réflexion. Et soudain elle dit, tout en me dévisageant, comme étonnée de son propre courage. I don't know if I would. Perhaps I might do it also. Et pleine de cette assurance indescriptible avec laquelle seuls des Anglais savent mettre fin à une conversation, d'une manière radicale et cependant sans grossière brusquerie, elle se leva et me tendit amicalement la main. Grâce à son intervention, le calme était rétabli et, en nous-mêmes, nous lui étions tous reconnaissants de pouvoir encore, bien qu'adversaires l'instant d'avant, nous saluer assez poliment, en voyant la tension dangereuse de l'atmosphère dissipée sous l'effet de quelques faciles plaisanteries.